Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au 50e Salon de l'Agriculture que Public Sénat, vous le savez, a le grand plaisir de vous faire vivre et de vous faire découvrir depuis l'Odyssée végétale. Regardez autour de moi, il y a beaucoup de verre. Le salon ce mardi eh bien, a trouvé visiblement son rythme de croisière. Il y a beaucoup de monde dans les allées, comme vous pouvez le voir. On attend beaucoup de visiteurs, une fois encore, et de nombreuses personnalités que Michael Zamès et Mélanie Montan iront rencontrer tout au cours de cette matinée. Alors, vous le savez peut-être, on va connaître ce soir les nouveaux chiffres du chômage. On sait d'avance qu'ils seront mauvais. Ils seront mauvais et pourtant, il faut savoir que s'il est un secteur, s'il est une filière qui continue d'embaucher et qui attend de nouveaux agriculteurs, c'est bien le secteur agricole. 9 diplômes sur 10 de l'enseignement agricole décrochent un emploi dans les 3 ans. Chaque année en moyenne, ce sont près de 55 000 postes salariés qui sont proposés dans l'agriculture. Et c'est bien pour cela que nous allons consacrer une partie de cette matinée ce matin à l'enseignement agricole en France et de tous ces jeunes qui se lancent dans cette grande aventure de l'agriculture. Eh bien, ils vont venir sur notre plateau ce matin pour nous parler de leur expérience, pour parler de leur enseignement avec quelques-uns de leurs professeurs. Je vous présente d'abord Brigitte Bolzec. Bonjour madame, vous êtes professeure dans un lycée d'enseignement agricole privé à Pontivy, très exactement en Bretagne. En face de vous, l'une de vos collègues, mais de l'enseignement public cette fois, Michel Pinson, vous enseignez dans le lycée agricole de Guingamp, là encore c'est en Bretagne. En face de vous, Frédéric Bosquet, vous êtes le représentant des jeunes agriculteurs, plus spécialement spécialisé dans ces domaines de l'enseignement agricole. Merci beaucoup d'être avec nous. Et en face de vous, un jeune étudiant du lycée agricole, d'un lycée agricole breton, Armand Gauss. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. J'imagine que pour un étudiant comme vous, eh bien, c'est formidable de découvrir l'ensemble des activités agricoles qui peuvent s'offrir à vous. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans une carrière agricole pour devenir demain, je ne sais pas, éleveur peut-être? J'espère. Hein. Ouais. Là, je me suis lancé dans cette aventure en fait parce que depuis tout petit, je suis passionné par ce métier. Ouais. Et moi, depuis tout petit, ça me tient à cœur et j'aimerais vraiment réussir, en sachant que mes parents ne sont pas du tout de ce milieu en fait. Donc du coup, c'était la passion, vraiment la passion des animaux. Ça, c'est déjà surprenant. Donc, vos parents ne font pas partie de ce milieu de l'agriculture. Ils évoluent dans quel domaine? Mon père est visiteur médical et ma mère est secrétaire de mairie. Là, effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir. Alors, pourquoi d'où est née cette vocation? Vous parlez de votre petite enfance. C'est peut-être les copains qui avaient des fermes et tout ça. Et ouais. Comme je suis originaire d'un petit village en fait, très agricole, ça vient peut-être de là. Et vos parents, comment ont-ils réagi lorsque vous leur avez dit que vous allez vous lancer dans cette carrière agricole? Ah, ils ont eu peur. Au début, ils ont eu peur. Ils ont essayé de me dissuader, mais non. Je veux vraiment faire ça et je ferai tout pour le faire. Ouais. Alors ici, nous sommes sur le stand de l'Odyssée végétale, hein, tout est vert, mais c'est peut-être pas ça qui vous intéresse dans votre future profession. Vous voulez devenir quoi? Éleveur peut-être? Ah, j'aimerais bien devenir éleveur au vin, ouais. Éleveur au vin dans le département du Tarn ou Tarn-et-Garonne, mais j'aimerais bien devenir éleveur. Ouais. Alors Arnaud, je ne comprends pas, parce que depuis 2 jours ici au Salon de l'Agriculture, on parle des problèmes des éleveurs qui ont beaucoup de difficultés, gagnent finalement peu d'argent par rapport à d'autres professions agricoles. C'est des choses qui vous interpellent, vous y réfléchissez, vous y pensez à ça? Ben, c'est sûr que ça fait toujours un peu peur quand on se dit qu'on peut se lancer dans un métier et peut-être ne pas réussir avec des investissements énormes pour s'installer. Mais bon, il faut essayer de voir et bien étudier le projet et on essaiera de se lancer. Ouais. Quel regard jetez-vous sur votre enseignement, sur vos professeurs? Il est bien fait, cet enseignement? Oui, Vous en êtes satisfait? Ah oui. On est très bien accompagnés, on a un joli lycée à Guingamp et c'est très bien. Ouais. On est très bien soutenus
et on espère maintenant avoir le BTS. Ah bah écoutez, je vous souhaite en tout cas beaucoup de chance et beaucoup de courage pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup d'être passé à cette table. D'autres de vos collègues jeunes étudiants, jeunes lycéens viendront ici témoigner comme vous. Merci encore Arnaud. Alors vous le savez, le Salon de l'Agriculture, je vous le disais tout à l'heure, est toujours un point de rencontre avec des personnalités. Michaël Zamès a rencontré ce matin, il y a quelques minutes à peine, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Il était là hier. Entre-temps, il est parti à Bruxelles pour entamer un cycle très important, très difficile de négociations avec ses collègues des 27 pays européens autour de la politique agricole commune. On en a parlé hier, la répartition des aides en fonction des différentes filières. Je vous propose d'écouter tout de suite la première réaction du ministre de l'Agriculture français de retour de Bruxelles. Il réagit évidemment sur d'éventuelles avancées de la politique agricole commune cette nuit. On l'écoute tout de suite au micro de Michaël Zamès. Voilà, toujours au Salon de l'Agriculture avec le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, vous avez été à Bruxelles hier soir. Où en sont les avancées sur la PAC? Alors à Bruxelles, hier soir, il y avait un texte posé sur la table qui portait sur les grandes questions de convergence des aides et sur la structuration des aides. Ce texte n'a pas pu être adopté de manière formelle parce qu'il y avait un problème sur des aides, en particulier dans les pays d'Europe centrale, et sur des méthodes de distribution qui ont fait qu'il y a eu un blocage. Mais dans ce texte, il y a des choses très importantes quand même qui ont été proposées et qui font qu'on a progressé sur 2 points. Sur le fait que est intégré dans le texte qui a été présenté par la présidence irlandaise et soutenu par la Commission, la question de la prime des 50 premiers hectares. Donc c'est une information que je donne ce matin. Dans ce texte de compromis, il y avait, et il y a donc, cette idée que pour les États, il y aura la possibilité de pouvoir renforcer les primes à l'hectare sur les premiers hectares. Ça marche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est pour la viticulture. Il y a un débat aujourd'hui sur de savoir si on ramène sur les hectares de vignes l'argent qui aujourd'hui est utilisé pour la promotion du vin, l'organisation de la filière. Et les professionnels souhaitaient garder une OCM vitiviticole. Je le dis dans le texte, cette demande de la France a été acceptée aussi. Donc c'est 2 informations importantes. Donc c'est une victoire française? C'est une victoire, je ne vais pas parler de victoire, en tout cas c'est une satisfaction. C'était des demandes que nous avions faites, elles sont entendues. Et donc je le dis ce matin, ça fait partie de 2 points qui sont quand même non négligeables dans le débat sur la réforme de la politique agricole. Il y aura encore des points à négocier. Mais bien sûr. Stéphane Le Foll, vous êtes sûrement au courant, encore une fois, de ce scandale autour de la grande distribution de ce magasin Leclerc qui aurait vendu de la viande alors que ce n'était pas de la viande qui était de la viande de lait, qui finalement n'était pas de la viande commerciale. Alors j'ai entendu ce matin effectivement ce problème. Je pense qu'on a déjà tiré beaucoup de leçons de ce qui s'est passé sur la viande de cheval, mais qu'il y a encore des choses à améliorer. On est sur un débat qui porte à la fois sur la confiance qu'on doit accorder aux consommateurs, ou la confiance que doit avoir le consommateur dans ce qu'il achète, et la confiance dans les relations commerciales qui doivent exister entre la grande distribution, la transformation et les producteurs. On est au cœur de ce débat. Et qu'aujourd'hui, plus on sera clair sur les origines, plus on sera clair sur cette traçabilité, moins on offrira de possibilités de tricher. Même si, malheureusement, on peut toujours avoir des gens qui sont tentés par modifier ou ne pas respecter les règles. Mais ce que vous me dites, tous les jours maintenant. Mais on en voit tous les jours. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Ici, on parle de viande bovine et de vaches de réforme laitière. Mais il n'y a pas de raison de considérer que ce problème est généralisé. Et en même temps, il n'y a pas de raison non plus de minimiser ce problème. Il faut donc à chaque fois, et c'est la responsabilité du ministre de l'Agriculture, faire en sorte que les acteurs se responsabilisent, qu'on se respecte les uns les autres et que les petits profits de certains ne se fassent pas au détriment de tous les autres. C'est bien le sujet et c'est bien là-dessus que je vais intervenir dès aujourd'hui. C'est la grande distribution que vous remettez en cause également? Ce n'est pas la grande distribution que je remets en cause. Parce qu'il y a des grands distributeurs qui, en début de salon, ont pris des engagements, par exemple, sur la viande bovine française. Mais c'est des pratiques. Et ces pratiques ne sont pas acceptables. Et en particulier aujourd'hui, il faut que chacun fasse des efforts. On est dans une phase difficile en France. Pour l'agriculture,
Pour l'industrie, il n'y a qu'à voir, et l'industrie de la transformation, il n'y a qu'à voir ce qui se passe aussi en Bretagne aujourd'hui. On est dans une phase difficile, donc il faut se serrer les coudes et faire en sorte qu'on tienne nos objectifs, qu'on maintienne l'emploi, qu'on investisse pour l'avenir et qu'on respecte l'ensemble des maillons des filières. Et là, il y a un vrai problème, il faut qu'on soit encore plus ferme que ce qu'on a été. Sur un problème comme celui-là, il faut respecter les engagements, les critères, les étiquettes et l'origine. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et donc moi, je veux faire passer des messages et j'aurai l'occasion de le dire dès aujourd'hui, en particulier à ceux qui ont pu être responsables de ce que vous m'indiquez ce matin. Merci Stéphane Le Foll avec, vous voyez, des messages très précis aujourd'hui qui vont être annoncés. Merci. Merci beaucoup, Mickaël. Stéphane Le Foll, il y a quelques instants à peine au Salon de l'Agriculture ici. Frédéric Bosquet, peut-être un mot de réaction sur visiblement des avancées cette nuit à Bruxelles dans le domaine de la PAC, des aides qui pourraient être accordées au premier hectare. C'est une demande des agriculteurs français. Ça. Oui, tout d'abord, on prend l'information là telle quelle. Il faut rappeler que le reportage vient d'être fait. Donc il y a plusieurs choses qui ont été énoncées, donc notamment sur les 50 premiers hectares, où jeunes agriculteurs, on se positionne favorablement à une aide un peu plus importante sur les premiers hectares. Mais avant de répondre favorablement, il faut définir certains critères. Des critères de l'actif. Derrière, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des agriculteurs. Qu'est-ce que la notion de l'actif ? Qu'est-ce qu'aussi on pourrait mettre en place pour limiter l'historique de la PAC ? Les historiques, aujourd'hui, on prône une convergence des aides. Donc voilà, ce sont des grands thèmes. Il reste encore beaucoup de choses à voir avant de pouvoir acter tout ça. Je vais quand même revenir sur les deux autres points qui ont été abordés, vous me permettrez, sur l'OCM vitivinicole. Effectivement, c'était une demande des viticulteurs français de garder en place l'OCM vitivinicole qui permet de réfléchir à une politique d'avenir, notamment sur la restructuration de nos vignobles, qui permet à la fois donc de pérenniser une production et aussi aller à la conquête de marchés, ce qu'on appelle les marchés pays tiers, mais aussi aux marchés internes à l'Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier que la consommation de vin se fait bien sûr en Chine, aux États-Unis, au Japon et ailleurs, mais aussi on doit développer le marché interne. Et dernier petit point, permettez-moi de réagir sur ce qui a été dit sur la viande bovine. Un petit mot, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut favoriser des circuits de commercialisation simples, où il ne faut pas qu'il y ait trop d'intervenants. Parce qu'au plus il y a d'intervenants, au plus il y a de marge qui s'effectue, et au final, c'est le consommateur qui paye tout ça. Donc on doit avoir une traçabilité. Ce qu'on nous demande sur nos exploitations doit être reflété lors de la commercialisation par des parcours beaucoup plus simplifiés. Merci beaucoup en tout cas de votre réaction. On va reparler bien entendu d'enseignement agricole tout de suite. Et je me tourne vers Mélanie Marsol. Merci d'être avec nous Mélanie. Bonjour. Vous êtes élève de terminale dans une maison familiale rurale, c'est-à-dire c'est un établissement, n'est-ce pas, privé d'enseignement agricole. Voilà. Et vous travaillez pour l'obtention d'un bac professionnel, mais dans quel domaine ? Dans l'élevage équin, dans le domaine de l'élevage équin, oui. Et alors, Voilà. qu'est-ce qui vous a poussé, là encore, à vous engager dans l'élevage de chevaux, en l'occurrence ? Dans l'élevage de chevaux, parce que c'est une passion depuis toute petite et je voulais faire de cette passion mon métier, donc voilà. Là encore, je voudrais m'adresser aux deux enseignantes qui sont là. On parle de passion. C'était le cas pour Arnaud tout à l'heure, c'est le cas pour Mélanie à l'instant. Madame Pinson, cette passion, elle anime aujourd'hui vos élèves dans votre lycée agricole ? Bien entendu, elle anime ses élèves dans nos lycées agricoles. C'est extrêmement important qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font, par les productions animales qu'ils vont découvrir souvent. Parce que de plus en plus, nos élèves ne viennent pas du milieu agricole. Ce qui est un problème peut-être, parce que, enfin un problème oui et non. Pourquoi un problème ? Bon, c'est très varié en fait. Nos publics aujourd'hui sont différents des publics que l'on pouvait avoir hier. Vous l'avez constaté ça au cours de au votre cours de ma carrière. Donc ça a sérieusement évolué ce public. Si autrefois, enfin s'il y a quelques années, 80% des élèves venaient de l'agriculture, a été issus du milieu agricole. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 20% environ. C'est un chiffre, je crois que madame, vous serez d'accord avec moi. C'est un phénomène, à peu Brice Bolzac, près. que vous constatez également ?
Moi, je constate aussi, et je voudrais rebondir un petit peu sur une phrase que M. Le Foll, notre ministre de l'Agriculture, a prononcée tout à l'heure, c'est que même en période de crise, il nous faut préparer l'avenir. Et la mission principale de l'enseignement agricole, c'est de susciter la motivation chez les jeunes, d'entretenir la motivation de ceux qui l'ont déjà, et de permettre à ces jeunes de s'épanouir dans nos lycées, aussi bien en formation générale qu'en formation professionnelle, et de leur permettre d'avoir un parcours professionnel adapté à ce qui les attend par la suite. Je vois par exemple en Bretagne, l'objectif actuel, c'est de permettre à un jeune de s'installer par rapport à 2 départs. Voilà un petit peu la tendance. Et en 2012, il y a eu 500 installations de jeunes dans les départements bretons. Donc il faut continuer à former ces jeunes qui sont motivés par l'agriculture, principalement par l'élevage dans notre secteur géographique, la Bretagne. Et je pense que l'enseignement doit innover pour permettre à ces jeunes de s'adapter. Mélanie Marsol, comment vous envisagez votre avenir? Vous avez 18 ans, vous êtes toute jeune, vous allez passer votre bac. Demain sera peut-être une autre affaire, une autre aventure encore. Tout d'abord, l'année prochaine, j'envisage un BTS production animale en alternance. Et après, je sais pas, je sais pas trop encore ce que je veux faire plus tard. Mais est-ce que malgré tout, vous êtes optimiste? Vous savez que vous allez vous épanouir dans le métier où vous êtes passionné, c'est-à-dire le cheval, l'élevage de cheval? Oui, je sais que c'est une filière pas très facile, mais je suis passionnée, donc je me fais pas trop de soucis. Frédéric Bosquet, il n'y a pas de chômage finalement pour les jeunes qui s'engagent dans l'enseignement agricole aujourd'hui? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes qui s'engagent dans l'enseignement agricole trouvent vite du métier. Vous avez sorti les chiffres lors de votre introduction du sujet. 9 étudiants sur 10 trouvent un métier rapidement. Oui. Donc on peut dire que l'agriculture a de l'avenir. Je vais peut-être rentrer un petit peu dans les chiffres, parce qu'on a besoin aussi de constater ça. Aujourd'hui, je représente les jeunes agriculteurs. On était à une époque à 5000 installations dans toute la France. Aujourd'hui, on connaît la crise, on parle de chômage, vous l'avez dit, les chiffres sont mauvais. Je peux vous annoncer les chiffres de l'installation en 2012, ils sont en progression de 4%, c'est 5250 exploitations, de 5250 chefs d'exploitation installés pour l'année 2012. C'est une progression. On peut chercher notre secteur d'activité en progression. Et les jeunes qui aujourd'hui s'installent, en nombre, vous l'avez dit, sont des jeunes qui sont aujourd'hui bien formés par le système éducatif agricole français? Oui, je suis bien entouré. Je peux dire oui, je sors du système éducatif français de l'agriculture. Je sors d'un lycée agricole ardéchois, d'Aubenas. On est formé. C'est difficile de se former. Pourquoi? Parce que les techniques évoluent. Il y a 12 ans, j'étais à l'école. Je suis sorti de l'école. En l'espace d'1 an, je me suis installé. Même pendant ce court laps de temps, les techniques ont évolué. La consommation de nos produits ont évolué. Et donc, nos professeurs évoluent, innovent au fur et à mesure de la demande aussi de la société française. Michel Pinson, aujourd'hui, l'enseignement agricole, il est extrêmement large, extrêmement technique, voire même extrêmement scientifique parfois. Tout à fait, oui. Donc notre enseignement c'est un enseignement approfondi, donc sur le plan scientifique, technique. Nous donnons les éléments nécessaires, les arguments nécessaires. Nous avons les outils aussi. De nombreux organismes nous aident. Donc dans le para-agricole, donc on fait appel à des organismes comme l'Institut national de la recherche agronomique, l'ANSES, donc qui sont à la pointe de la technique. Les outils que l'on utilise avec nos élèves aujourd'hui leur permettent d'appréhender les conduites beaucoup plus facilement, d'analyser, de mettre en avant les points forts, les points faibles dans leurs élevages et donc de mettre en place les moyens à mettre en œuvre rapidement pour gérer la situation. Vous avez le sentiment d'avoir les moyens de votre enseignement aujourd'hui? Difficile à dire, hein. J'aurais beaucoup de mal à répondre positivement à cette question. Donc c'est vrai que nous avons un enseignement, nous faisons un enseignement de qualité. Nous pourrions peut-être encore améliorer, donc grâce à... Parce que les techniques évoluent en permanence. Voilà.
Et donc, il faudrait que dans nos établissements agricoles, on puisse disposer des dernières innovations également. Nous avons de la chance d'avoir des exploitations aussi dans nos lycées agricoles. Ces exploitations donc, permettent à nos élèves donc, de voir fonctionner en temps réel ce qu'est une structure viable, si possible. Alors il y a une des caractéristiques particulières dans l'enseignement agricole français. Vous représentez, madame, l'enseignement public. Votre collègue représente d'une certaine manière l'enseignement privé. Il y a presque autant d'établissements publics et privés. D'où ça vient, j'allais dire, cet équilibre entre ces deux essences d'enseignement? C'est la tradition, ça vient de loin peut-être? Je pense qu'il y a aussi une tradition quelque part et que ces pourcentages sont très variables selon les régions d'ailleurs. Oui. Et il y a aussi donc des établissements agricoles privés qui dépendent aussi des fondations liées à des institutions chrétiennes qui s'étaient mises en place donc il y a pratiquement un siècle, voire 2 siècles dans certaines régions. Voilà. Donc c'était recherché dans les traditions, dans les origines des terres et des territoires français. Je vous propose d'aller justement dans le Jura où Jérôme Rabier est allé à la rencontre de jeunes élèves, de jeunes étudiants d'un lycée agricole. Il se trouve à quelques kilomètres à peine de Besançon. Jérôme Rabier, regardez. C'est une exploitation qui ressemble à beaucoup d'autres, avec des vaches montbéliardes si typiques de la région, sauf qu'ici, ce sont des élèves d'un établissement agricole qui effectuent les travaux de la ferme. Encadrés par 2 salariés et des professeurs de technique, lycéens et étudiants en BTS viennent plusieurs fois par semaine apprendre leur futur métier. Il y a plusieurs techniques, on va prendre celle qui est la plus simple, c'est la technique du saucissonnage. On fait un croisé sur le dos et on revient sur les pattes arrière. Je vous laisse faire. Allez, tirez. Voilà. Une fois qu'elle est là, qu'est-ce qu'on fait? Elle est touchée, immobilisée, on la rassure. Voilà. Elle prend des points, donc on peut la frotter au chignon. Voilà. Mais après, effectivement, on peut intervenir comme on veut dessus. Voilà. Effectuer les exercices appris en cours sur des cas concrets ou encore gérer l'alimentation des bêtes, tous les élèves doivent ici pratiquer. Et si le rythme scolaire impose un calendrier allégé, l'exploitation doit-elle fonctionner 365 jours par an. Les élèves en BTS se relayent donc pour effectuer vacances et week-ends compris tous les travaux de la ferme durant l'année. Chaque BTS il vient en stage 1 semaine et puis on est avec les salariés toute la semaine pour apprendre le métier. Ça change un peu des cours quoi, ça permet d'être sur plus de pratique. Voilà, c'est le contact quoi, c'est ça qu'on cherche. Ici, pas de profil type, filles, garçons, enfants d'agriculteurs ou non, les études de plus en plus poussées peuvent aussi bien les conduire aux grandes écoles d'ingénieurs agronomes ou alors à exercer dès le niveau Bac+2. Mon père a une troupe de limousines et également des moutons. Donc il est actuellement tout seul sur l'exploitation. J'ai un frère qui n'a pas voulu s'installer sur l'exploitation, donc voilà, maintenant je voudrais aller travailler avec lui, puis plus tard reprendre la ferme. Tous n'ont pas cette chance, passionnés mais bien conscients de la difficulté du métier, ils s'engagent dans une voie pas toujours évidente économiquement. Après, peut-être envisager une exploitation, mais c'est quand même très dur en étant non... Sachant que mes parents ne sont pas agriculteurs, donc c'est dur. Parce qu'une exploitation, ça engendre de gros investissements. Rembourser des investissements, en plus se dégager un salaire pour nourrir notre famille, c'est dur. La différence avec un lycée classique, ici tous ont déjà choisi leur futur métier. Pas difficile de les intéresser aux vaches montbéliardes de la région. Mais cela n'occupe que la moitié de leur emploi du temps, car leur formation comprend aussi des matières générales. L'objectif, c'est de former effectivement des techniciens performants, mais c'est aussi de former des citoyens qui puissent s'intégrer parfaitement dans la société et qui puissent faire partager leur passion à leurs voisins, aux consommateurs, et ça devient de plus en plus important aujourd'hui. Former les agriculteurs de demain, oui, mais aussi des citoyens. Dans un métier qui a beaucoup changé depuis les années 60, l'enseignement agricole a dû lui aussi évoluer, pour notamment répondre aux nouvelles exigences des consommateurs. Voilà ce sujet signé Jérôme Rabier dans un lycée agricole quelque part dans le Jura. Mélanie Marsol, vous êtes également en alternance. On a vu quelques exemples dans ce reportage de Jérôme Rabier. Ça consiste donc à être à la ferme pendant un certain temps et ensuite retourner à l'école. Voilà.
Moi, je trouve que c'est vraiment important pour les jeunes, puisqu'on met un pied dans le monde du travail. Et moi, je dirais même que ça nous aide beaucoup pour l'avenir, parce que, par exemple, je suis à la recherche d'un patron pour l'année prochaine pour mon BTS. Et le fait, justement, d'être en alternance, ça m'est favorable, puisque les patrons savent que je connais déjà un peu le milieu, quoi. L'alternance, c'est un phénomène qui s'est développé au cours des dernières années, madame? L'alternance, oui, mais il existe aussi dans les parcours de formation, on va dire de manière traditionnelle et en formation initiale, une approche importante des périodes de stage. Donc on doit professionnaliser nos enseignements. Donc le fait d'avoir une exploitation dans le cœur d'un lycée agricole, c'est fondamental pour former nos jeunes. Et les parcours personnalisés qu'on doit donner à chacun de nos jeunes doivent permettre d'acquérir de la diversité dans les parcours professionnels, sachant que la formation d'un jeune qui va être agriculteur, ce n'est pas que de la formation professionnelle. Pour moi, c'est un élève, donc il faut en même temps lui donner une formation culturelle, une formation de base, pour que chaque expérience pédagogique lui donne une plus-value technique, plus-value humaine, et donc à tous les niveaux, pour qu'il puisse avoir toutes les armes pour s'installer après. Mélanie, vous bénéficié d'un enseignement général, donc vous avez également une culture générale que vous apprenez dans ces lycées, dans les établissements où vous êtes. Effectivement, on a des modules généraux, donc français, maths, anglais, et des modules plus techniques et plus professionnels, comme la zootechnie, l'hypologie, voilà. Brigitte Bolzec, on est extrêmement frappé lorsqu'on voit ces reportages, lorsqu'on voit Mélanie ici en plateau, de la féminisation dans ces lycées agricoles, dans ces établissements d'enseignement agricole. Là encore, c'est un phénomène peut-être qui est nouveau. Je porte beaucoup ce thème-là dans mon engagement dans l'enseignement agricole, notamment au niveau de la Bretagne, par exemple. Il y a eu un appel d'offres pour ce qu'on appelle une participation à une mise en œuvre de ce qu'on appelle Filagri, pour voir un petit peu si dans les formations professionnelles, il y avait beaucoup de jeunes filles. En fait, il n'y en a pas beaucoup. J'aimerais bien qu'il y en ait plus. Je participe à une participation, enfin, c'est par rapport à la Chambre d'agriculture. Je crois qu'au niveau national, les chambres d'agriculture ont proposé de s'engager dans les collèges, puisqu'il bien sûr qu'il faut que les jeunes sachent qu'il existe des formations agricoles. Donc je participe dans les collèges pour donner un petit peu l'information sur l'attractivité des métiers liés à l'agriculture. Donc ça concerne les garçons mais aussi les filles, pour des emplois de salariés aussi. On n'a pas parlé du salariat, mais beaucoup de jeunes, avant de s'installer, commencent par le salariat agricole. Oui. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de demandes, et notamment des postes pour les filles, même dans les productions avec de l'élevage. Michel Pinson, c'est également votre cas dans votre lycée? Oui, la féminisation dans nos lycées agricoles, elle est de plus en plus importante. Et moi, je vois en BTS production animale, on a 80% de filles pour 20% de garçons. Donc ce qui est quand même important. Comment vous expliquez ce phénomène qui est quand même nouveau aujourd'hui? Mais souvent, ce qui les attire, ces jeunes filles, c'est qu'on propose des productions animales qui leur plaisent, c'est-à-dire souvent le cheval. Ensuite, par l'intermédiaire de cette production animale, qu'est le cheval, on leur fait découvrir d'autres productions animales plus classiques, les productions animales de rente. Et donc voilà, et ces productions animales les intéressent également, bien entendu. Donc c'est à vous de faire en sorte de les ouvrir sur d'autres filières, sur d'autres secteurs, sur d'autres aventures. Frédéric Bosquet, c'est un phénomène que vous avez certainement étudié au sein de votre syndicat des jeunes agriculteurs, cette féminisation. Bien sûr, on le constate d'année en année. Aujourd'hui, sur la ferme France, à peu près 465 000 à 500 000 agriculteurs. Il faut savoir que 27% sont des agricultrices et que la féminisation du monde agricole va de l'avant sur des particularités, que ce soit bien sûr sur l'élevage, mais dans d'autres filières, avec une très grande compétence, bien sûr, et une très grande rigueur.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que de plus en plus de femmes s'installent, prennent des responsabilités, j'allais dire dans nos représentations, pour amener aussi la touche féminine qui pouvait manquer peut-être dans le monde agricole, et puis avec une certaine rigueur, aller encore plus de l'avant. Donc on peut compter sur les jeunes femmes agricultrices qui rentrent pour également s'investir dans d'autres domaines, syndicales par exemple. Bien sûr, on en a des jeunes agricultrices chez nous. Aujourd'hui, je suis désolé, c'est moi qui représente donc Mais le vous les secteur de la représentez fort formation. bien. Ouais. Mais je sais que demain, vous aurez des jeunes agricultrices pour défendre le monde agricole avec force et conviction. Michel Pinson, est-ce que vous avez l'impression que l'information est aujourd'hui suffisante pour informer les jeunes élèves dans les lycées, j'allais dire généraux, de l'ensemble des filières qui s'offrent eux dans le domaine agricole? Je ne suis pas sûre que l'information soit suffisante. Je pense que la promotion de nos lycées agricoles devrait être plus importante dans ces lycées. Les centres d'information et d'orientation devrait informer donc l'ensemble des candidats qu'il existe des voies autres que la voie générale. Puisqu'on a vu tout à l'heure, donc l'agriculture offre quand même des responsabilités, des différents métiers, enfin différents postes qui sont extrêmement intéressants. Il suffit de venir au salon de l'agriculture pour s'en rendre compte de l'excellence des filières et de leur énorme diversité en tout cas. Leur énorme diversité, tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on demande à un agriculteur, c'est qu'il mette en marché un produit de qualité. Et ce produit de qualité donc, doit correspondre aux attentes des consommateurs. Et c'est ça, à nous, enseignants en lycée agricole, de donner les outils pour que le futur éleveur ou agriculteur puisse produire ce produit de qualité. Voilà. Mélanie Marson, on a écouté tout à l'heure Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. On va écouter dans quelques instants son prédécesseur, Bruno Le Maire, qui a été également ministre de l'Agriculture. Ils vont parler d'Europe, de PAC, de politique agricole commune, de dossiers politiques extrêmement complexes. Est-ce que déjà ces sujets vous intéressent? Est-ce que vous vous intéressez à ce qui se dit au niveau politique, l'évolution de l'Europe en matière agricole? Est-ce que déjà c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous intéresse pour l'avenir? Oui, évidemment. Je pense que étant dans le monde agricole, il faut qu'on puisse s'informer et être au courant de ce qui se passe autour de nous. C'est important. Et grâce à la MFR, on a un module justement qui nous permet d'aborder toutes ces choses-là et de comprendre un peu tout ça. Et de comprendre la globalité du monde agricole, oui, y compris politique, n'est-ce pas? Voilà. Alors je vous propose tout de suite de retrouver Bruno Le Maire. On en parlait à l'instant, l'ancien ministre de l'Agriculture. Il réagit aux propos de Stéphane Le Foll tout à l'heure, ici en direct du Salon d'Agriculture. Voilà, toujours au Salon de l'Agriculture avec un ancien ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. Tout d'abord, toutes les aides sur la PAC. Vous l'avez dit dans un journal il n'y a pas très longtemps, vous demandez des comptes au gouvernement. Est-ce que vous n'avez toujours pas reçu gain de cause? N'obtenez toujours pas ces chiffres? Moi, j'aimerais avoir effectivement les chiffres exacts. Et puis, surtout, je voudrais rappeler que sur la PAC, il y avait un travail formidable qui a été fait par Nicolas Sarkozy pour sécuriser le budget de la PAC et pour garantir aux agriculteurs le maintien des mêmes aides. Donc, je trouve que ce serait honnête de rendre à César ce qui appartient à César, donc de rendre à Nicolas Sarkozy ce qui appartient à Nicolas Sarkozy. Mais au-delà de ça, moi, j'ai une vraie préoccupation pour l'agriculture française. Et si je suis là aujourd'hui, je vais passer toute la journée au Salon de l'Agriculture. C'est d'abord pour apporter un soutien fort, déterminé à l'agriculture française. Et faire comprendre aux Français que si nous ne prenons pas un certain nombre de décisions très fortes et très rapidement, vous avez des secteurs entiers de l'agriculture française qui sont menacés. Je pense en particulier à l'élevage, je pense aux fruits et légumes. Nous sommes maintenant au bout d'un certain système, nous sommes au bout d'une certaine économie qui ne marche plus. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux producteurs, il faut redonner des marges de manœuvre, redonner de la simplicité aux producteurs pour qu'ils puissent continuer à vivre. Oui, Le Maire, vous avez sûrement entendu parler de ce nouveau scandale sanitaire, à savoir aussi, ce sont les grands distributeurs qui sont dans l'œil du cyclone. Cette fois, on parle du groupe Leclerc qui aurait vendu de la viande pour une autre, pour faire de l'argent, du profit. C'est encore un nouveau scandale et ça touche évidemment tout le monde agricole. Moi, je ne cesse de dénoncer la logique du prix le plus bas.
que ce soit la logique européenne, quand vous mettez de la viande de cheval à la place de la viande bovine dans des lasagnes pour gagner de l'argent, c'est scandaleux. C'est la logique du prix le plus bas. Je ne veux pas me prononcer sur l'affaire Leclerc, on verra ce qu'il en est exactement, mais je ne peux pas imaginer une seconde qu'un distributeur puisse vendre de la viande de réforme en prétendant que c'est de la race bovine de qualité. Ce n'est pas du tout le même produit. Là encore, c'est la logique du prix le plus bas. Moi, je défends la logique de la qualité du produit et de la transparence pour le consommateur. C'est une affaire, cette affaire Leclerc, qui est grave. Je ne veux pas me prononcer tant que les faits ne sont pas établis. Mais si jamais nous apprenons qu'un distributeur en France a osé vendre de la vache de réforme en prétendant que c'était de la race à viande, alors là, c'est une affaire qui est grave et qui méritera toutes les sanctions nécessaires. Et ça ne touche plus que l'Europe, mais cette fois, ça concerne la France et les grandes enseignes françaises. Et ce sont les consommateurs, bien évidemment, qui sont touchés les premiers. Oui, mais je voudrais que les consommateurs comprennent aussi que la qualité a un prix. Si vous voulez de la viande de qualité, de la viande qui est saine, de la viande qui a du goût, qui a été produite en France, qui crée des emplois en France, parce que la filière bovine, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Ça a un coût. La logique du prix le plus bas est une logique qui tire tout le monde vers le bas en termes de sécurité sanitaire, mais aussi en termes de défense de nos emplois et en termes de défense de nos paysans. Et j'ose espérer que l'ensemble des distributeurs en France prendra cette affaire suffisamment au sérieux, que les faits seront rapidement établis. Et si jamais il est établi qu'un distributeur s'est permis en France de vendre un produit pour un autre, que les sanctions seront exemplaires. Merci Bruno Le Maire, on vous laisse évidemment poursuivre votre visite au Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup Mickaël. Donc une fois encore ces scandales alimentaires qui font les choux gras des personnalités qui viennent aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. On attend Michel Barnier, le commissaire européen, Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget. Jean-Pierre Raffarin sera également dans les allées du Salon, de même que Maryse Lebranchu, la ministre de la décentralisation. Aujourd'hui, on l'entendra très certainement dans le courant de l'après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir Maëlys Martin. Merci mademoiselle d'être avec nous. Alors vous également, vous êtes lancée dans le secteur agricole. Vous êtes élève en BTS, je crois. Voilà, donc je suis élève en BTS production animale, donc Oui. à Guingamp en Bretagne. J'ai intégré la filière agricole dès la seconde parce que c'est vraiment une passion pour moi et je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. Voilà, mais... c'était le cas également d'Arnaud Gros qui était à votre place tout à l'heure. C'est ça, ouais. Vos parents ne sont pas dans non, le pas domaine agricole. du tout issu du milieu agricole, mais depuis toute petite, j'étais vraiment attirée par ça. Et... Mais qu'est-ce qui vous attire? Parce que lorsqu'on démarre une carrière d'agriculteur, on sait que ça ne va pas être simple tous les jours et pendant longtemps. Ah, mais c'est un métier comme un autre. Pour moi, il n'y a pas plus de difficultés que dans un autre métier. Au contraire, c'est vraiment ce que je veux faire. Alors vous voulez faire quoi exactement? Donc j'aimerais monter un élevage ovin, donc pour produire de l'agneau de bergerie dans le Tarn. Donc des moutons. Des moutons, c'est ça. Alors qu'est-ce qui vous inspire dans cette vocation d'élevage? Donc c'est vraiment un animal moi qui m'attire. On a pu découvrir cette production donc par le BTS. On a visité plusieurs élevages et pour moi ça a vraiment été une révélation et j'ai su que c'était vraiment ça que je voulais faire en rencontrant des agriculteurs, en parlant et en découvrant cette production. Mais vous savez qu'être éleveur aujourd'hui c'est difficile. On les entend les éleveurs ici dans les allées du salon. C'est difficile mais vraiment quand la passion est là et la motivation c'est possible aussi. En tout cas, on le voit à votre sourire que vous avez, j'allais dire, la niaque pour vous engager dans cette belle profession d'éleveur d'ovins. Monsieur Bosquet, agriculteur, c'est un métier comme les autres finalement? C'est un métier comme les autres, non. Ouais. Parce que c'est un métier différent des autres. On travaille que du vivant. Hein, et avec le vivant, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Donc il faut faire attention à pas mal de choses, notamment le climat. Et peut-être de l'enseignement aussi agricole, on devrait intégrer la notion de gestion des risques. C'est-à-dire que, étant donné qu'on travaille avec du vivant, on peut être confronté à plusieurs problématiques, qu'elles soient climatiques, sanitaires ou environnementales. Et là-dessus aussi, j'ai toute confiance en l'enseignement agricole, justement pour apporter des réponses là-dessus. Et je remarque quand même, nos 3 intervenants stagiaires, ce sont quand même 3 intervenants hors cadre familial, au final. C'est ça, hein, je remarque. Hors cadre familial,
avec un seul mot dans la bouche, la passion du métier. Et quand je regarde le salon de l'agriculture, ce matin je suis arrivé dans le train, il y avait un plein train de passionnés d'agriculture. Si ça fait 50 ans que le salon de l'agriculture existe, c'est bien que le métier d'agriculteur a de l'avenir. Alors je voudrais qu'on insiste également, et là je m'adresse peut-être au professeur, sur la qualité des passerelles possibles. On peut se spécialiser de plus en plus pour aboutir, pourquoi pas, à un diplôme d'ingénieur agricole, madame. Oui, après le BTS production animale, ils peuvent intégrer une prépa et donc présenter les concours, donc des écoles vétérinaires, des écoles d'ingénieurs. Ouais. Donc ce sont des passerelles qui existent. Et donc c'est un atout de l'enseignement agricole de pouvoir de pouvoir passer au-delà de ces différentes filières S, etc. Et de casser peut-être les images un peu trop traditionnelles de ces filières d'enseignement. Oui. Hein? Sur ces passerelles possibles, c'est formidable, on peut évoluer. Tout à fait, on peut évoluer parce que le parcours d'un jeune est évolutif. La motivation aussi arrive au fil des années. Les passerelles existent dans l'enseignement agricole, mais elles existent aussi après parce qu'il faut se former toute sa vie. Et donc un agriculteur a aussi l'opportunité de se former grâce aux formations dispensées dans le monde des adultes après. Alors on a beaucoup parlé des choses qui vont bien et à l'évidence, beaucoup de choses vont bien dans le domaine de l'enseignement agricole. Je voudrais parler peut-être des sujets qui fâchent pour terminer cette émission. Jérôme Cahuzac, il sera dans les années du salon cet après-midi. Jérôme Cahuzac qui fait tout pour réguler le budget de la France en diminuant en particulier les budgets de certains ministères. C'est le cas du ministère de l'Agriculture. De mémoire, il doit baisser de 3 ou 4% pour l'année à venir. Est-ce que ça aura des incidences sur l'enseignement agricole, étant entendu que les lycées publics agricoles dépendent directement de la tutelle du ministère de l'Agriculture? Bien sûr qu'une diminution de 3% aura toujours des répercussions. Ça, on s'y attend. Ce qu'il faut, c'est... nos proviseurs de différents lycées l'ont bien souligné. Il faut orienter dès le collège des jeunes vers l'agriculture. À partir du moment où on aura un public un peu plus important. Aujourd'hui, l'agriculture n'est pas une voie de garage au boucher, pas du tout. Au contraire, on a besoin de futurs salariés agricoles, ouvriers, spécialisés, mais pas dans le bas de l'échelle, aussi autant dans les services, les banques, les assurances, et j'en passe. On a besoin de gens comme ça qui viennent. Donc à partir du moment où on aura un public réceptif au monde agricole, où on se rendra compte que le monde agricole est un métier d'avenir dans tout le sens large du terme de la formation agricole, alors on arrivera à passer ces années de disette. Effectivement, juste pour rappeler, ces dernières années, tous les secteurs agricoles, que ce soit la viande, que ce soit le lait, que ce soit la viticulture, que ce soit l'arboriculture, j'en passe des pieds à des meilleurs, tous les secteurs se sont relevés de ces crises agricoles. Donc, on peut garder la tête haute et dire que la loi d'avenir qui nous est projetée rentre vraiment dans l'avenir de l'agriculture, par l'avenir de l'agriculture. Maëlys Martin, vous avez 1 minute, je voudrais qu'on termine par vous et votre sourire. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes filles de votre âge, à des jeunes garçons de votre âge pour qu'ils s'engagent plus avant dans les filières agricoles, en passant bien sûr par les filières de l'enseignement de l'agriculture? Alors je voudrais dire qu'il ne faut vraiment pas se mettre de barrières, même si on n'est pas issu du milieu, il ne faut pas hésiter. Si on est attiré par ces filières, il faut se lancer et vraiment s'intéresser à toutes les formations qu'on peut trouver. Et vraiment, il faut y aller. Et si on est passionné, motivé, il n'y aura pas de problème. Ah ben, merci beaucoup Maëlys pour votre enthousiasme, votre ardeur et votre avenir qui visiblement vous êtes complètement ouvert. Merci d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. On se retrouve cet après-midi, bien sûr, en direct du 50e Salon de l'Agriculture. On parlera de choses peut-être plus délicates. On parlera d'environnement, on parlera d'agriculture durable. Également cet après-midi, on recevra Didier Guillaume, sénateur de la Drôme, pour parler d'agriculture dans le cadre de l'émission Preuve par 3. Et à 19h, le journal de Michel Grossior se fera en direct ici du 50e Salon de l'Agriculture. Merci à tous. Merci de votre fidélité. À très bientôt.